Bonsoir à tous et à toutes derrière vos écrans à la maison et bienvenue à cette deuxième diffusion dans le cadre du Festival d'épouvante crodesque. Aujourd'hui, on aborde la question de la narration dans le jeu avec Anthony Tingo et Marie-Claude Verdier. Nos invités vont se joindre à nous en quelques instants, ne vous en inquiétez pas. La diffusion de ce soir va être un peu différente de ce que vous aviez pu observer samedi dernier, simplement parce que ce n'est pas le même contenu qu'on vous propose. Donc, pour rappel, le festival se déploie en deux temps. Donc, d'abord, la programmation principale, les samedis du mois d'octobre à 17h, c'est des parties du jeu de rôle Purgatory House où 10 interprètes invités tentent de survivre à une épopée mortelle au cœur d'un menaçant manoir hanté. Et ces diffusions-là sont intercalées de tables rondes, comme ce soir, les mercredis à 18h, où on discute de sujets théoriques soulevés par la programmation principale. En plus, on va terminer la diffusion des mercredis avec de courtes analyses. Et ce soir, on va se pencher sur les personnages de la séance prochaine qu'on a rencontrés samedi dernier. Donc, sans plus attendre, notre panel de ce soir se compose. Dans le coin supérieur gauche, nous avons Anthony Tingo. Bonsoir, Anthony. Bonsoir. Donc, Anthony, tu as complété ta formation de comédien à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM après avoir effectué une maîtrise en littérature à l'Université de Nantes. Tu es également membre du collectif théâtral Les Impairs et tu participes sous le pseudonyme de Martin Ripaud, dit La RIP, au Festival d'épouvante crodesque. Donc, merci pour ta présence et bienvenue à cette première table ronde officielle. Ça me fait plaisir. Et donc, dans le coin supérieur droit, c'est Marie-Claude Verdier qui apparaît. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir. Donc, après un baccalauréat en critique et dramaturgie à l'UQAM, tu as complété ta maîtrise en dramaturgie à l'Université de Glasgow. Tu as aussi complété un certificat en scénarisation à l'Institut de l'INIS et tu es autrice de théâtre, dramaturge et on peut même te retrouver à l'École nationale de théâtre du Canada où tu travailles comme aide-bibliothécaire. Marie-Claude, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Oui, merci de l'invitation. Et pour compléter notre distribution de la soirée, dans le coin inférieur droite, nul autre que le maître du jeu du Festival d'épouvante crodesque, le terrible, le cruel, l'unique, Félix Basque. Bonsoir. Donc, malencontreusement, la créature ne se joindra pas à nous ce soir et elle se garde de tout commentaire. Donc, les discussions de ce soir vont aborder de différents angles la question de la narration dans le contexte du festival, c'est-à-dire à travers le jeu de rôle. Donc, j'aimerais ouvrir cette discussion-là avec la question du médium. Donc, le fait qu'on joue à un jeu de rôle, ça impose ses modalités spécifiques à l'intrigue. Donc, elle va se construire en toute conscience qu'on n'explorera pas l'intégralité du contenu. C'est une approche un peu différente. Il faut donc qu'elle puisse avoir sens presque peu importe quels éléments sont découverts et presque peu importe dans quel ordre. C'est donc possible de prévoir certaines scènes, certains événements, mais pas quand elles vont apparaître ou même si elles vont apparaître. Ça crée donc une dynamique particulière. Ben oui, tout à fait. Ben, je pourrais dire comme autrice de théâtre, en même temps, il y a quelque chose qui est intéressant dans le fait que quand on écrit, souvent, on va écrire beaucoup plus, en tout cas dans mon cas, beaucoup plus de ramifications à une histoire que vraiment. Et ensuite, souvent, on va à l'épreuve de la scène, on va en couper beaucoup. Fait qu'il y a quand même déjà aussi ce rapport-là de d'élagage qui se fait dans l'essai de l'écriture et aussi, je pense que le plateau et cette espèce de réalité-là, de corporalité-là vient confronter l'écriture des deux façons, que ce soit par le test des interprètes ou par les interprètes et participants, donc les participateurs qui prennent aussi des décisions dans la fiction. Donc, je pense qu'il y a des fois, ce dialogue-là peut avoir lieu aux deux endroits, quant à l'abondance de la narration, des chemins qu'on emprunte ou pas, en fait. Absolument. Puis, ben, ça pose la question, en fait, de la linéarité dans l'intrigue, là, dépendamment des chemins qu'on emprunte ou pas, comme tu viens de le mentionner, Marie-Claude.
Donc, c'est ça, il y a quand même ce rapport-là qui est non linéaire dans le jeu de rôle, comme c'est un peu imprévisible ce que les joueurs vont décider d'explorer. Mais il y a quand même certains auteurs qui ont travaillé cette déconstruction-là de la linéarité dans l'intrigue. Oui, tout à fait. Je dirais au cinéma, on le voit beaucoup. Même il y a eu des films récemment, je pense à un épisode de Black Mirror où il y avait cette interactivité-là, mais de manière peut-être plus classique. Il y a cette construction qui est faite à rebours. Habituellement, si on a une intrigue, en fait, il y en a toujours une, mais si on va dans un genre où l'intrigue est vraiment le moteur, si on n'est pas quelque chose de pas dramatique, il y a cette idée de partir de la fin pour arriver au début pour justement avoir tous les mécanismes qui s'enclenchent au bon moment pour que la trappe se referme et que on arrive au but du maître de jeu ou au but de l'auteur. Donc, je pense que c'est un peu la construction du maître de jeu, j'imagine, se produit de la même façon. D'ailleurs, en littérature, il y a eu des tests aussi qui ont été faits par rapport à ça, notamment plus, j'ai l'impression, dans le secteur un peu plus, disons, adolescent, entre guillemets. Là. Moi, je me souviens en tout cas que ça a été bien populaire quand j'étais adolescent, c'était les livres dont on est le héros, où justement, là, on se baladait de page en page avec des jets de dés, et ce qui faisait qu'on pouvait avoir ces ramifications aussi qui sont présentes dans le jeu de rôle, puisque ton livre devenait un peu une sorte de jeu de rôle. Toi, tu étais le narrateur, en tout cas de l'histoire, le héros de l'histoire, et tu venais jouer, et ça t'emmenait à telle page ou telle page, fait que tu pouvais essayer de lire le livre et aller 5 fois à la même fin, etc. C'était un peu... Ça pouvait devenir assez frustrant des fois. Mais il y a ce truc-là qui est très présent, puis comme on en discutait aussi, tous les tests qui ont été faits par certains auteurs aussi du début du 20e, notamment au niveau des surréalistes, etc., qui jouaient vraiment à déconstruire tout ce qui était un roman, tout ce qui était de la linéarité, parce qu'il y a eu des romans surréalistes, puis justement, ils brisaient ces codes-là, donc on était dans des ramifications, dans des choses qui partaient un peu partout, etc., qui étaient beaucoup plus proches de peut-être l'approche, en tout cas, moins linéaire que peut avoir la construction que fait le DM quand il écrit sa partition. Ah, puis, si je peux comparer avec les parties qu'on va voir samedi, hein, pour faire des liens, on est sur 3 parties pendant le mois d'octobre. Première partie avec le premier groupe de 5, la deuxième partie avec un autre groupe de 5. Puis, on prévoit qu'il va y avoir des morts dans ces 2 groupes-là. Donc, l'objectif étant que les survivants des 2 premières parties se retrouvent pour la ultime partie qui va avoir lieu le soir de l'Halloween. Fait que, ici, en construction de récit, c'est important pour moi que j'arrive à amener les 2 groupes à un endroit où ils vont se croiser. C'est primordial que ça arrive, sinon on peut juste pas faire la partie. Il faudrait organiser des parties supplémentaires. Donc, il y a un défi de ce côté-là. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est peut-être propre au jeu de rôle dans le fait que c'est en direct, puis qu'on va avoir des joueurs qui réagissent maintenant. Ce qui veut dire que même moi, si mon truc il est préparé à l'avance, à tout moment, je peux me revirer puis décider que finalement, il se passe autre chose, même si c'était pas ça que j'avais prévu, dans le but que l'histoire soit plus intéressante, qu'elle progresse plus vite ou moins vite, selon ce qui est en train de se passer. Mais en jeu de rôle, comme en écriture plus libre, si on veut, il y a quand même cette notion-là. On explore un schéma, puis il y a plusieurs approches possibles. En littérature, on peut suivre un récit linéaire ou déconstruire complètement cette idée-là. Qu'en jeu de rôle, on peut avoir une approche qui est plus bac à sable, donc qui donne vraiment l'agentivité aux personnages joueurs d'explorer le contenu un peu comme ils le souhaitent, ou l'approche plus railroad, plus en train, où les joueurs sont tenus par la main et guidés à travers une intrigue que le maître du jeu souhaite leur proposer. Et donc, c'est cette question-là donc, qui donne le pouvoir au maître du jeu ou à l'auteur ou à l'autrice, nous amène potentiellement à créer l'analogie entre ces 2 figures-là, du maître du jeu ou de la maître du jeu et de l'auteur ou de l'autrice.
Oui, mais en même temps, c'est ça, l'auteur, en fait, se retrouve dans une grande flexibilité, comme c'est mentionné, parce que, en fait, elle se retrouve être la personne qui incarne tout le schéma arc-en-ciel autour des joueurs. Donc, les joueurs se retrouvent à avoir une agentivité, mais à devoir répondre à une seule personne qui incarne un monde au complet. Donc, il y a une complexité qui doit être amenée, mais ça permet en même temps d'avoir un pouvoir immense, comme l'auteur ou l'autrice d'une histoire. Un pouvoir de vie sur tous ces personnages et sur toutes les péripéties qui peuvent survenir, mais peut être surpris des fois même par les réponses des personnages. Mais il y a vraiment un dialogue qui, selon moi, s'installe beaucoup plus dans l'aspect de jeu, quoique en répétition, en théâtre, si on est dans un rapport de dialogue justement avec les interprètes, lorsqu'on arrive sur le plateau en répétition, il y a quand même les interprètes peuvent arriver où on peut tester des choses et voir que certaines avenues fonctionnent pas ou d'autres sont plus riches à exploiter. Fait qu'il y a cet aspect-là qui communique un peu de jeu, en fait, et de proposition. Et ça, les modalités du jeu de rôle s'apparentent. Ben, ça reste un jeu de plateau, donc ça s'approche de l'écriture de plateau en quelque sorte aussi, où ça se fait donc intégralement dans le dialogue, cette construction-là de la narration dans le jeu de rôle comme dans l'écriture à plusieurs. Oui, tout à fait. Ouais, l'écriture devient collective en fait, et finalement, j'ai l'impression que le DM devient et l'auteur et le narrateur et un acteur prépondérant. Il y a plusieurs couches qui viennent s'ajouter. Puis, donc, comme tu le disais, c'est dans un échange constant avec les participants. Ça veut dire que son récit, il ne l'écrit pas tout seul. Lui, il écrit sa trame, son canevas, mais le récit, il s'écrit, c'est les participants qui l'écrivent en même temps que lui. Et il devient une sorte de guide de l'écriture, en fait, collective qu'est ce projet-là, ou en tout cas ce plateau-là de jeu, etc. Et donc, je trouve ça intéressant de voir justement et de voir à quel point quand on a ce rôle de DM, on est vraiment une sorte de... On vient tricoter un petit peu un récit avec toutes les propositions des gens, puis on essaie d'aiguiller, de faire « Ok, on passe par là, lui, il passe par là pour ça, etc. etc. » Donc, il faut vraiment être un multitâche, puis avoir une grande vision d'ensemble de son point d'arrivée, de son point de départ, puis des différents nœuds qu'il y a au milieu pour diriger, etc. D'autant plus que parfois, pour beaucoup de jeux, les aventures sont déjà écrites. Hein, donc, Donjon Dragon fonctionne beaucoup avec ce genre de truc-là. On achète une aventure dont tous les points les charnières sont déjà déterminés avec le monde, les personnages. Puis, normalement, le maître du jeu a alors tous les éléments en main pour bien raconter son histoire. Mais c'est à lui quand même de choisir comment il va mettre ça en scène, qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il prend pas. Et que, en effet, cette vision-là d'ensemble, elle peut prendre part autant comme pour un maître du jeu qui est auteur de son récit, comme pour un maître de jeu qui est, même, on va dire, metteur en scène d'un récit qu'il n'a pas écrit. Absolument. C'est ça, parce que ça amalgame la figure de l'auteur et la figure du metteur en scène. Parce que là, on parle vraiment d'une écriture scénique qui va au-delà de l'écriture papier et qui est vraiment dans la construction en réel. Donc, il y a aussi de mener le jeu et de créer la scène qui est vraiment une vision de l'auteur qui est pas toujours le cas en théâtre non plus. Donc, ça amalgame, ça rend ça beaucoup plus dynamique. Mais effectivement, la figure du maître du jeu est multiple parce que le maître du jeu, autant il va préparer sa séance, donc comme Anthony le mentionnait, à l'aide il utilisait le mot de nœud. Donc ça, c'est une technique qui est souvent utilisée pour développer des scénarios de jeu de rôle, c'est-à-dire développer un plan nodal. Donc on prend différents éléments, des lieux, des personnages, des actions, des événements, et on va les interrelier dans une espèce de carte conceptuelle du scénario. Ce qui va nous servir. Donc ça serait un peu plus la partie auteur qui s'approche qui est du maître du jeu. Puis rendu dans l'exécution, dans l'actualisation de la partie, là, c'est plus la figure de metteur en scène qui prend en place à diriger les joueurs, répondre à leurs interventions, à leurs propositions, s'en servir pour construire quelque chose de plus en plus riche. Fait qu'effectivement, la figure du maître du jeu amalgame vraiment ces deux fonctions-là en une seule. Il est aussi comédien, c'est ça c'est qu'il est aussi interprète de comme
comme Marie-Claude en parlait tout à l'heure, il représente les schémas, il représente toutes les strates du schéma actentiel. C'est-à-dire qu'il va représenter aussi les opposants et donc il devient aussi l'interprète de toutes les personnes extérieures qui arrivent dans l'histoire et qui ne sont pas autour de la table, mais qui viennent quand même influencer, etc. Donc, il y a vraiment 3 chapeaux qui se mettent sur la tête. Il y a une grosse tête, cet homme-là, en tout cas. Oui, j'aurais envie de rajouter un 4e chapeau, celui d'arbitre, parce que malgré tout, le jeu de rôle, ça reste un jeu. Quand on y participe, on s'attend à ce que ce soit une expérience relativement équilibrée. Le jeu a été testé pendant souvent plusieurs années avant d'être publié. Donc, il y a aussi cette espèce de rôle-là d'arbitre, de devoir donner un sentiment d'équilibre au sein de ses joueurs et de ne pas simplement décider arbitrairement de tout ce qui se passe pendant la séance. C'est vrai, il y a beaucoup aussi de joueurs qui vont jouer. Lorsqu'on est maître de jeu, souvent on va utiliser un écran pour cacher les lancers de dés qu'on va faire. Ça peut être à la discrétion du maître de jeu de décider si il laisse passer un lancer qui normalement n'aurait pas fonctionné. Tout ça dans des fins narratives. Tout ça. Puis, ça m'amène sur un point qui est mentionné dans dans les commentaires. On a Mathieu Gatien qui nous disait que l'improvisation est une grande part du travail de DM. Parce que bien qu'on ait préparé un canevas avec des points clés, il n'y a aucun plan de match qui survit au contact des joueurs. Au contact des joueurs, il faut être capable de se revirer rapidement. Ça, c'est l'expérience qui parle de plans détruits par des joueurs. Quoi? Mais absolument. D'ailleurs, le jeu de rôle emprunte énormément à l'improvisation théâtrale dans son exécution. Là. Les joueurs ou joueuses de jeux de rôle vont souvent incarner le personnage en prenant des voix, en mimant certaines affaires. Bref, le lien est direct entre ces deux formes d'expression-là. Et d'ailleurs, le fait que les joueurs soient indépendants comme ça et puissent détruire les plans du maître du jeu ou de Dieu, si on veut placer cette figure-là, ça pose la question de l'agentivité du personnage. Donc, dans l'écriture elle-même, l'auteur ou l'autrice tend à découvrir ses personnages, à créer une le personnage est complètement extérieur au maître du jeu qui, lui, représente l'intégralité, le reste, en fait, de l'univers. Et c'est donc d'autres interprètes qui vont et créer les personnages et les interpréter pendant les séances. Et ça, c'est intéressant parce que ça place les interprètes dans une double position, à la fois d'être des participants, à la fois, même plus qu'une double, à la fois d'être des participants donc d'une improvisation, mais qui est double, donc ils doivent interpréter ces personnages-là et en même temps doivent rendre compte de leur propre réaction vis-à-vis, parce que ils sont toujours en dehors et en dedans un peu du jeu, parce que justement, il y a cette réaction de dire au maître de jeu, on va faire telle chose, et vraiment de l'incarner aussi envers les autres, puis devant un public, donc particulièrement dans l'expérience qui nous intéresse. Donc, il y a vraiment un double rapport qui se fait avec le personnage, qui est vraiment, je trouve, vraiment ce qui se fait en fiction en ce moment, c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'idée du post-dramatique, qui est pas si récente, là, mais qui amène cette idée de l'interprète en scène comme lui-même, qui réagit souvent comme en performance, donc à ce qui se passe directement, et dont les actions sont vraies, en tout cas réelles, de l'aspect performatif. Et il y a le jeu plus stanislavskien d'avoir des objectifs, de créer un personnage qui n'est pas nous, mais d'aller chercher des émotions qui sont les nôtres. Donc, il y a vraiment, on dirait, un amalgame de ces deux types de jeux, en fait, qui sont les deux tout à fait valables, mais qui sont une plus moderne et une plus ancienne. Mais je trouve que ça amène deux aspects du théâtre à dialoguer. Puis j'ai l'impression que ça donne aussi beaucoup ça permet de cette narration, puis le fait d'étoffer son personnage aussi, de lui donner plusieurs caractéristiques, de décrire ses peurs, l'endroit d'où il vient, etc., etc. C'est des choses qu'on fait aussi quand on écrit du théâtre. Généralement, on fait des fiches de personnages pour pouvoir
écrire des choses qui sont cohérentes. Et c'est ça que j'allais dire, ça amène de la cohérence, surtout si on voit le jeu comme une partie assez longue, avec de la longévité, etc. Fait que là, on va entrer dans quelque chose qui va être intéressant à montrer, puis ça va donner des couches au personnage, donc le rendre plus complexe, surtout dans le but, si on a des spectateurs, comme c'est le cas avec le festival, où ils vont suivre un petit peu ces personnages-là, pas sur une durée extraordinaire, mais ils vont suivre un petit peu ces personnages-là, et donc d'aller chercher un petit peu leur background, etc. Ça permet de lancer des hints, de connaître son personnage pour pouvoir l'interpréter plus facilement, et puis de faire que peut-être ils vont être plus happés par le spectateur, être plus happé par ces personnages-là, parce qu'il va avoir des clins d'œil, il va reconnaître certaines affaires, etc., des petits tics, etc., qui peuvent être très intéressants, en fait, et permettre aussi une grosse liberté de jeu pour le comédien. Mais c'est vrai que le jeu de rôle a aussi tendance à se déployer sur des assez longues périodes. C'est sûr que dans le cadre du festival, c'est assez restreint, c'est 3 parties, c'est un concept fermé. Mais le jeu de rôle en lui-même est plus souvent qu'autrement un jeu ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. C'est pas après 45 tours, la partie va se terminer. C'est vraiment une narration en continu qui va se reprendre à la séance prochaine et qu'on poursuivra à l'autre d'après. Un peu plus à l'image des téléséries, par exemple. Oui, mais ça, cette complexité-là est souvent utilisée, c'est ça, dans les séries télé qui sont passées pour 5 saisons, ou donc ou les jeux, certains jeux vidéo qui sont faits sur de longs épisodes, pour avoir justement, comme tu disais, d'avoir cette cohérence-là et cet intérêt aussi, parce qu'on a un personnage qui a une quête, ou plusieurs personnages qui ont des quêtes, qui cherchent à obtenir quelque chose, donc pour rester happé par ces personnages-là dans une certaine complexité, c'est intéressant d'avoir ça. Même souvent, le principe de ces fiches de personnages-là sont utilisés par les scénaristes de manière assez souvent, parce que dans les bibles qu'on a pour les séries, très, très, très souvent, il y a les mêmes choses. Puis c'est assez facile de prendre le dé puis de se dire ça va être ça son défaut, ça va être ça sa qualité, pour avoir des personnages puis créer justement cet aspect-là. Dans les rencontres qu'on s'est faites samedi, là, où on a présenté nos personnages, tout ça, on a pu permettre aux interprètes des personnages de se rencontrer puis de justement structurer les relations qu'ils avaient déjà entre eux. Vu qu'on est sur seulement 3 parties, on trouvait ça intéressant de commencer avec une base relationnelle entre chacun des personnages des groupes. Comme ça, parce que comme on prévoit des parties relativement courtes aussi, on veut pas que ça s'étende sur 4 heures, on veut que les gens puissent les vivre avec nous et les regarder. Les intrigues sont assez directes, on va être sur quelque chose qui va assez droit au but. Et on veut essayer de laisser quand même beaucoup d'espace là-dedans, dans les interactions entre les interprètes, les personnages, pour créer des situations qui sont vraiment propres à un jeu de rôle en général, je pense aussi. Puis c'est ça qui est intéressant, en fait. Tu parlais on parlait de la longévité, etc. aussi, mais c'est ça qui est le fun, c'est de pouvoir arriver et puis de créer quelque chose en tant que comédien. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime dans ce projet-là, vraiment, c'est que c'est pas sur du très long terme, mais au moins on arrive, puis on crée quelque chose, puis là, il y a une dynamique qui se crée. On va créer une dynamique de groupe, etc. Avec nos discussions, on commence à créer des dynamiques de groupe, etc. Ça commence à dire, ah ouais, lui, non, ok, ouais. Puis avec la personnalité qu'on a créée pour nos personnages, puis qui est déjà super intéressante. Puis en plus, quand c'est des jeux qui sont continus en plus dans le temps, etc., et qui sont un peu plus consistants dans le temps, tu peux vraiment pousser ton personnage au paroxysme de ce que tu peux le pousser. Tu peux le voir dans tellement de situations différentes. Tu peux le travailler sur énormément de choses, en fait, qui souvent n'est pas permis pour un comédien, parce que dans le sens où les projets, une pièce de théâtre, ça a un début, ça a une fin. Puis généralement, tu as le même schéma qui se répète sur ton début et ta fin, parce que dans le fond, ta courbe de personnage t'est un petit peu imposée, en fait, par la pièce en tant que telle, alors que là, l'improvisation permet aussi que ta courbe de personnage n'est jamais imposée, etc. T'sais. Et donc, je trouve ça hyper intéressant pour un comédien de se confronter à ça. Puis tantôt, on mentionnait qu'il y avait un dialogue entre le maître de jeu et les joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Il y a une volonté de rencontrer une histoire qui est agréable.
pour autant des deux parties. Donc, il n'y a pas de raison d'empêcher ou de limiter ces joueurs, mais de l'autre côté, les joueurs doivent aussi accepter de se prêter au jeu puis de vivre l'histoire entre leurs personnages. Puis là, c'est intéressant parce qu'on va être sur du slasher, donc il va y avoir des morts assez rapidement. Hein, fait ça se peut qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour l'interpréter, ce personnage-là. Puis pour les apprécier. Puis ça va être important, je pense, de quand même donner une liberté de création, je sais pas, dans les dernières paroles, les derniers moments d'un personnage, pour que tout le monde puisse s'imaginer cette fameuse scène-là comme si ça s'était passé dans un film, justement. Puis créer un souvenir qui est unique pour tous ceux qui l'ont vu en direct et qui le regarderont après. Mais dans des contextes de jeux de rôle plus traditionnels, là, si on prend l'exemple des campagnes de Donjons Dragons qui peuvent durer plusieurs années, non seulement on découvre le personnage dans plusieurs situations différentes, mais aussi le personnage va se développer à même le système de jeu. Il va accumuler de l'expérience, il va développer des nouvelles capacités, il va perdre un bras, peu importe ce qui peut arriver dans sa vie d'aventurier. Ce qui va changer l'interprétation ce qui absolument change comment est-ce que le joueur interprète son personnage pendant les séances. Il y a plusieurs jeux qui proposent aussi des évolutions psychologiques à tes personnages. Donc, s'ils passent à travers d'un événement traumatisant, ils doivent rouler ou choisir un défaut caractéristique qui va persister avec eux, puis à quelque part, créer une courbe narrative, même si c'était pas quelque chose qui était passé dans la tête du joueur. Mais il y a aussi, j'aimerais revenir sur le dialogue entre les joueurs et le maître du jeu. Parce que comme l'intrigue se construit en improvisant pendant le jeu de rôle, même si ça se passe à très long terme, donc à grand déploiement, le maître du jeu va faire rouler plusieurs intrigues en parallèle, puis il va souvent donner des indices aux personnages qui le nourrissent le plus pour justement nourrir leur histoire qui leur est propre. Fait que c'est vraiment plusieurs intrigues qui se superposent puis qui s'enchevêtrent entre elles pour donner la séance en elle-même qui raconte une grande histoire, une grande épopée, mais on ne sait souvent pas du tout où ça s'en va au-delà de quelques séances d'avance. C'est ça qui est intéressant par rapport à, parce que dans le fond, les jeux sont inspirés de gens comme Tolkien, par exemple, qui avait, bien entendu, tout fait son truc d'avance. Et ils savaient où ils s'en allaient. Et habituellement, surtout en roman où il y a des univers qui se développent, les gens vont faire leur structure d'avance, mais vont créer des mondes. Et là, il y a quelque chose d'intéressant d'amener cet aspect surréaliste, un peu comme on parlait des romans surréalistes, de ne pas savoir la fin. Parce que c'est quelque chose qui est assez rare en écriture, parce qu'habituellement, je sais qu'il y a des auteurs qui disent qu'ils travaillent, qui partent et qui n'ont pas de la fin en tête, mais souvent, justement, si on veut partir de la fin, si on travaille avec une intrigue, là, de se retrouver devant cette liberté-là, qui est à la fois un vertige, mais qui est construite de manière collective, amène vraiment un rapport au hasard qui peut amener vraiment des solutions, des résolutions étonnantes et originales. Tu as mentionné Tolkien. Effectivement, les jeux de rôle sont pas mal nés avec... sont nés avec Donjons Dragons, donc un jeu de rôle qui se passe dans un univers médiéval fantastique générique. Mais donc, ce qui implique que chaque jeu est composé de deux choses habituellement. Donc, une description plus littéraire d'un monde et un système de règles qui permet de résoudre les différentes situations qui peuvent se produire dans tel ou tel monde. Fait qu'il est donc possible de percevoir le jeu de rôle comme étant une contrainte d'écriture collective extrêmement ramifiée qui va jusque dans les détails des interactions. Mais on peut aussi se développer des contraintes en écriture plus traditionnelles. Oui, en effet, il y a des gens, c'est ça, qui, comme par exemple, Loulipo faisait ça, d'avoir des contraintes extrêmement rigides. Et la contrainte permet souvent, justement, de faire travailler l'imagination. Je pense que c'est ça qui est le travail aussi de l'auteur ou l'autrice. Mais aussi par rapport au monde, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jeux, on parle de Tolkien, mais il y a beaucoup de jeux de rôle qui sont basés sur des univers qui existent, de cinéma, donc qui ont été créés par des auteurs. Je pense que James Bond, il y en a un, il y en a un de La Guerre des Étoiles, il y en a de plusieurs, pour que les gens, dans le fond, puissent entrer dans le monde et l'habiter et le subvertir aussi d'une certaine façon en
en apprenant tous les détails de ce monde-là, ça devient extrêmement précis. Je me rappelle que pour la Guerre des Étoiles, il y avait des livres à n'en plus finir de détails sur les vaisseaux ou sur certains peuples, certaines choses donc ça amène l'infini de ce monde-là que le film avait laissé prévoir, mais que le jeu permet cette ouverture-là sur un univers vraiment extrêmement raffiné. Puis c'est intéressant parce que d'avoir un jeu qui est centré autour d'un univers qui existe déjà dans d'autres médiums aussi, ça peut être moins déboussolant pour des joueurs qui sont néophytes, hein, de rentrer dans un univers qu'on ne connaît pas du tout versus quelque chose qui nous est familier parce qu'on a écouté le film, on a lu le livre avant. Ben ça fait déjà qu'on a une meilleure compréhension de l'univers et que ça peut être plus facile de commencer de cette façon-là si on n'a jamais fait de jeu de rôle aussi. Effectivement, le jeu de rôle tend à apprendre autant de matériaux que souhaité par le groupe qui participe donc à l'activité du jeu de rôle et va s'accaparer le moindre détail pour en faire des règles de jeu. Là. Si tu mentionnais l'exemple des détails pour les différents vaisseaux, je suis persuadé qu'ils avaient chacun leurs statistiques et leur nombre de D8 à lancer en fonction de la rigidité de la coque et peu importe comment est-ce qu'ils ont pu vouloir développer ça. Donc oui, le jeu de rôle tend vraiment à être très très extensif dans ces univers-là qui tendent à être laconiques, comme il se concentre sur une intrigue unique et non pas sur un système qui permet de développer peu importe quelle intrigue à travers celui-ci. Mais ça amène aussi beaucoup de concret. Par exemple, personne ne se pose vraiment de questions en voyant le faucon, le Millennium Falcon voler. Mais là, dans le jeu, ça dit vraiment exactement à peu près ce que chaque bouton sur fait sur le tableau de bord. Donc, il y a vraiment cette idée que les joueurs vont avoir besoin concrètement de savoir comment le vaisseau fonctionne. Et même le pauvre Harrison Ford racontait en entrevue qu'ils avaient demandé à George Lucas et lui ne pouvait pas leur expliquer comment ça fonctionnait. Donc même le pauvre acteur qui l'incarnait ne savait pas comment faire voler le vaisseau. Mais quelqu'un qui joue au jeu de rôle saurait le faire. Donc il y a vraiment ce détail-là de passer vers le concret. Ou au théâtre souvent, ou au cinéma, on laisse passer beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'ellipses, en fait. Parce que le jeu permet assez peu l'ellipse, ou en fait, ne requiert pas. Il va souvent proposer des règles, en fait, pour ces ellipses-là. Dans Donjons Dragons, la 5e édition, il y a des règles pour les rencontres aléatoires quand tu passes la nuit en forêt ou en prairie ou peu importe. Fait que ça va gérer. Le système prend en compte ces éléments narratologiques-là puis les intègre à même le système. On a une question du public qui nous demandait comment est-ce qu'on pense que le système de jeu Purgatory House va influencer l'intrigue qu'on va raconter au fil de nos séances. Eh bien, je vais me lancer tout de suite, vu que j'ai beaucoup étudié le système de jeu. On est sur quelque chose qui est très, très simple. Donc, la feuille de personnage est assez générale, elle est facile à suivre. T'sais. Puis aussi, où on a très peu de points de vie. Donc, comme je disais, plutôt, on va mourir rapidement. Ce qui est intéressant du Purgatory House, c'est qu'on va utiliser le système du blackjack au lieu des lancers de dés. Donc, ça veut dire que lorsqu'on lance un dé en général, ben, on roule le dé, puis si on a en bas d'un certain montant, le jet ne réussit pas, il va se passer quelque chose de négatif la plupart du temps. Dans Purgatory House, comme on joue au blackjack, ben, on va devoir piger plusieurs cartes. Puis c'est le joueur qui choisit quand il s'arrête ou quand il continue. C'est une mécanique qui est intéressante pour l'horreur parce que si on est en mauvaise posture, ça va être possible c'est possible aussi de compter les cartes. Justement, on peut se dire, il y a beaucoup de 10 qui est passé, il y a beaucoup de cartes à haute valeur. Je pourrais me risquer à en prendre une autre. Puis ça ressemble assez au genre de réflexion qu'un personnage a dans un film d'horreur lorsqu'il est caché dans le garde-robe puis qu'il voit le tueur passer, qui se dit, est-ce que je prends ma chance puis je me sauve maintenant ou je reste ici et j'espère qu'il ne me voit pas. Moi, je trouve qu'il y a un petit lien à faire de cette façon-là. Absolument. Puis le système de Purgatory House aussi est pas mal binaire, en fait. C'est
une fois qu'un test est lancé, c'est soit tu vas réussir ton action ou tu vas prendre un dégât. C'est les deux seules options possibles. Le dégât arrive plus souvent qu'autrement. Et Purgatory House aussi, c'est très, très punitif. Chaque joueur n'a en général que 3 points de vie. Dans le festival, ce n'est que 2 points de vie. Et donc, deux échecs vont suffire à la mort d'un personnage. Et donc, le rythme des séances de jeu va être directement déterminé par le système probabiliste du blackjack qui fait en sorte qu'on buste plus souvent qu'autre chose. Je rebondis tout de suite sur le commentaire de Justine Prévost qui nous demande les jets de dés peuvent être à discrétion du DM. Est-ce que les cartes peuvent l'être aussi? Dans la vraie vie, peut-être, mais là, comme on va jouer en ligne, il y aura pas. Ça va être compliqué pour moi, le maître du jeu, d'altérer les cartes. Donc, on va devoir composer avec ce qui se retrouve devant nous, pour le meilleur ou pour le pire. On ne pourra pas les compter non plus, malheureusement. Toute triche est inefficace. On ne pourra pas essayer de survivre en plus en comptant les cartes, tel un grand destructeur de casino. Les cartes pourront être comptées, hein, par exemple, parce que j'attends d'avoir pigé toutes les cartes avant de remélanger le paquet. Je vais cependant seulement vous aviser lorsque je remélange les paquets. Donc, il va falloir y mettre du sien si on veut tout compter, tout observer. Ouais, c'est bon à savoir quand même. Disons que ça vous incombe. Oui, c'est ça. Voilà. D'avoir sa destinée en main ou pas. Quand même entre les mains du hasard, beaucoup. Oui. Puis on avait une autre question du public qu'on a un peu sauté vu qu'on était parti sur une belle lancée, mais Vincent Rochette nous demandait que pensez-vous qu'apporte la distanciation que le joueur par rapport à son personnage versus un acteur et son personnage? Est-ce que ça fait une différence pour la narration? Ben oui, ça fait une différence pour la narration, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que la distanciation, elle doit être plus grande quand on fait un jeu de rôle, parce que on décrit énormément les actions qu'on fait en même temps que les vivre. Ce que disait Marie-Claude tout à l'heure, c'est-à-dire que, OK, j'entre dans la pièce, je vois ça, OK, donc là, il y a comme un truc de être le narrateur de l'action qu'on est en train de faire en ce moment et de simplement être dans la description de ce qu'on est en train de faire, alors que la distanciation, quand on est sur scène, est un peu différente parce que l'action, on l'a fait. On se lève, normalement on marche, normalement on se bat si on se bat, etc. Donc il y a un truc qui est un petit peu moins distancié, j'ai l'impression. Et c'est intéressant de voir aussi comment mêler les deux, comment juxtaposer le fait d'être en train d'analyser exactement tout ce qu'on fait, de décrire, mais de rester dans le personnage et dans le roleplay. Il y a aussi ma sensation. Absolument. J'ai aussi l'impression qu'au théâtre, comme la distanciation, habituellement, elle est placée, elle est calculée. Elle fait donc partie du tissu textuel qui est proposé ou qui est considéré comme étant la fiction elle-même ou en ressortant. Bref, les questions post-dramatiques se posent également. Tandis que dans le jeu de rôle, c'est plutôt un effet secondaire du contexte ludique, j'ai l'impression, cette distanciation-là. Parce qu'on est Anthony, assis autour de la table, qui incarne aussi Martin Ripaud. Fait que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même type de distanciation, au sens où elle n'est pas placée, elle est intégrée au jeu lui-même. Même. Puis il y a le contexte de répétition aussi, dans le sens où les scènes vont être répétées au théâtre et répétées à chaque soir. Donc, les mêmes actions vont être faites, tandis que là, on se retrouve vraiment dans un personnage qu'on connaît bien. Donc, on n'est pas nécessairement dans l'improvisation à ce niveau-là du contexte du personnage, mais on se retrouve devant une histoire à découvrir devant le public. Donc, il y a quand même un certain vertige, j'imagine, par rapport à ça, même qui est très ludique. Même s'il y a des expériences en théâtre qui ont été comme ça, là, comme Lapin rouge, Lapin blanc, où les interprètes découvraient en lisant le texte qui était sur scène, texte iranien. Je pense que c'est François Goutin, c'est des choses comme ça. Mais, je veux dire, disons, dans un théâtre traditionnel, ça demeure les interprètes habituellement savent dans quoi ils s'embarquent. Beaucoup plus. Et on travaille sur leur personnage souvent pendant 120 heures avant, quand même. C'est vrai. Mais j'allais dire, moi, personnellement, comme comédien, si c'est un projet à long terme, j'ai beaucoup tendance justement à tout caler, à me dire, OK, je bâtis mon personnage, il faut que ma performance soit impeccable, alors que
le jeu de rôle d'un côté, comme c'est souvent un loisir, mais il y a moins de. On dirait qu'il y a une petite détente qu'on peut se permettre en disant, ah, ben mon personnage, je vais trouver il est quoi pendant la partie. Je sais pas. On va le découvrir en même temps que le jeu. Où on roule ses propres défauts, ses propres qualités, puis on se dit, bon, ben c'est ça que je vais jouer. Puis je vais trouver ma cohérence après. C'est vrai que il y a quand même une grande différence, je pense, dans la façon qu'on peut aborder le travail qu'un joueur a à faire avec son personnage versus le comédien. Après, on pourrait rebondir, on avait mentionné les GN dans une autre discussion, dans les jeux de rôle grandeur nature, les jeux de rôle qui incluent beaucoup de gens. Là, par exemple, l'organisation du jeu de rôle peut demander à des multiples comédiens, improvisateurs, d'incarner des personnages qui font tous partie de cette énorme machine-là. Puis, à quelque part, eux vont devoir faire une préparation qui est peut-être plus proche de celle d'un acteur traditionnel, bien que l'élément d'improvisation soit encore de facto pour le bon déroulement du jeu. Oui, puis comme tu dis, il faut avoir une distance avec le personnage, parce que si dans le cas qui nous intéresse, le spectacle, le personnage meurt assez rapidement, c'est quand même un peu décevant pour l'interprète. C'est quelque chose qui voudrait jouer. Oui, c'est ça. Ça peut... Donc, qui ne pourra pas poursuivre, dans le fond, la partie. Donc, si il n'y a pas ce danger. En fait, le rapport du danger est complètement différent. Si on parle du danger, comme Artaud parle du danger au théâtre, on est vraiment dans quelque chose comme ça aussi, où on peut, si on est très, très, très attaché à son personnage, on se retrouve dans ce danger-là. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas mentionné, mais les personnages morts dans la partie vont pouvoir continuer à participer. Parce que lorsqu'on décède, on peut décider de hanter un autre joueur qui est encore en vie. Puis à ce moment-là, comme on joue avec des cartes, on va pouvoir échanger des cartes qu'on a en main avec les cartes que le joueur toujours en vie est en train de piger. Donc, on peut décider d'être gentil ou d'être méchant à l'égard de la personne qu'on hante. Puis ça peut créer des débats autour de la table, mais il y a une façon à quelque part pour le décédé ici de continuer à interagir comme un fantôme, littéralement un fantôme, parce que c'est ça dans le système du jeu. Fait que malgré tout, même si on est sur un jeu qui va être très expéditif, on va mourir quand même. Je pense que les joueurs morts vont être encore beaucoup sollicités par les autres joueurs parce qu'ils vont, puisque eux veulent survivre, ils vont peut-être avoir besoin de leur aide régulièrement. Puis il y a aussi que dans le contexte du festival, c'est une ambiance, je veux dire, compétitive qu'on installe dans le jeu de rôle parce que, si vous survivez à votre première séance, vous allez pouvoir participer à la deuxième séance et peut-être vous sortir vivant du manoir, qui sait. Tandis que c'est moins quelque chose qui est utilisé en jeu de rôle plus traditionnel, au sens où c'est plus souvent collaboratif, puis on travaille ensemble dans un groupe plus souvent qu'autrement uni pour arriver à nos fins. Mais on va peut-être pouvoir tomber sur de la trahison, on ne sait pas. Cette compétition, elle entraîne ça, en effet. Puis là, du coup, on se retrouve un peu dans quelque chose, comme disait Marie-Claude, où il y a le danger de mourir, il y a le danger parce que on a tous envie d'aller au bout, là, on a tous envie de faire les 2 parties, puis de sortir du manoir, puis on a tous... Puis il y a ce truc-là d'arriver, puis de te dire, OK, donc là, il faut que je gagne, il faut que j'aille plus loin que l'autre. Donc, est-ce que c'est le moment de mettre un petit couteau dans le dos? Est-ce que c'est le moment de faire, OK, non? Mais, puis ce truc-là, c'est un enjeu qu'on n'a pas aussi sur scène parce que si ton personnage il doit mourir, il meurt, puis tu le sais dès le départ qu'il meurt, puis tu te prépares à mourir, puis tu sais que tu fais juste 5 minutes dans la pièce. Là, tu espères faire beaucoup, puis tu peux juste faire 5 minutes. Et qu'on se rapproche davantage d'une sorte de télé-réalité du genre Survivor ou quelque chose comme ça, où il faut que tu sois le dernier qui arrive, puis que tu ailles au bout. Et donc, en effet, je trouve que la notion de danger, justement, dans le jeu en ce moment, entre guillemets, évidemment, même si on peut être fantôme et qu'on continue à travailler, c'est sûr, mais cette notion de danger de quitter le jeu quand même d'une certaine façon, je la trouve vraiment intéressante et stimulante, puis ça va être... c'est nice. C'est drôle que tu parles de Survivor, parce que Survivor, on est... souvent, à la fin, les 3 finalistes, ils vont se faire voter, ils vont être élus parmi les gens qu'ils ont éliminés, t'sais. Ça fait qu'il y a quelque chose de semblable à ça avec le concept des fantômes. Hein. Si on a été méchant avec une personne décédée, elle peut vraiment décider de vous hanter puis de vous nuire concrètement.
Et en plus de ça, ça aussi, ça n'avait pas été mentionné encore, mais c'est possible, je ne dis pas quand, mais il va probablement avoir des interventions du public éventuellement dans les parties. Donc, si on est un personnage que les gens aiment, qu'on n'aime pas, ça pourrait avoir une influence sur le récit. Ça va être à découvrir en temps et lieu. C'est les Hunger Games, en fait. Ouais. Eh bien, sur ces promesses de trahison et de rebondissement, c'était le temps qu'on avait aujourd'hui pour la discussion. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci à vous. Donc, on prend une courte pause et on vous revient tout de suite avec nos prédictions. Donc, re-bienvenue tout le monde. Nous voici dans la section prédiction de la séance d'aujourd'hui. Donc, on va... Pour rappel, la semaine prochaine, samedi le 17 octobre à 17h, va y avoir la première partie de Purgatory House avec nos insouciants insouciantes. On va traverser les fiches de personnages un par un et on va se permettre quelques petits commentaires. Débutons le tout avec Louise Deschaplet, le personnage d'Andréane. Oui, bien, très bien, je vais me lancer. Alors, Louise Deschaplet, on est sur un personnage qui est moins, on va dire, moins droit, moins direct, hein, parce qu'elle est passionnée d'herboristerie et elle est empathique. Hein. C'est deux qualités qui, dans un manoir hanté, peuvent être moins, peuvent être moins pratiques, mais j'ai l'impression que ça va être un personnage qui va être utile en temps et lieu, genre qui va permettre aux gens de progresser dans le manoir, parce qu'elle a des clés, justement, que les autres n'ont pas en main. Voilà. Mais vois-tu, moi aussi, je trouvais que la compétence d'herboristerie, c'était quelque chose de tout à fait intriguant. Là. En y repensant, je me disais que peut-être dans un manoir en décrépitude, la mycologie, ça aurait pu être plus pratique. Mais Louise Deschaplet reste quand même assez bien balancée avec son trait atout. Selon moi, empathique, ça me semble particulièrement flexible et donc ça risque de jouer à son avantage. Tout de même, je crois que la détermination d'Andréane va être primordiale pour la survie de Louise lors de son parcours. Ensuite, nous aurons Kevin Thompson, joué par Mathieu Gatien. Kevin Thompson, moi, c'est un personnage que je pense qu'il peut très bien s'en sortir. Des fois, on veut faire des magiciens, des rôdeurs, mais reste qu'un guerrier, c'est super efficace. Puis je pense que c'est un peu ça, Kevin Thompson. Il a des protections de football, il est fort. Il va être cette espèce de force brute-là qui va être peut-être inarrêtable. C'est vraiment la seule chose qui vient un peu le débalancer ou le rendre moins puissant, c'est sa peur du noir qui, dans un manoir, peut être moins pratique, on peut se le dire. Effectivement. Moi, en voyant la fiche que Mathieu nous a concoctée, j'ai pensé Munchkin tout de suite. Donc, l'expérience de Mathieu Gatien perle d'à travers les pores de Kevin Thompson. Et pour ce personnage-là, moi, en fait, j'aimerais formuler deux souhaits. Premièrement, j'aimerais vraiment beaucoup en apprendre davantage sur son contexte familial. Je trouve que c'est le point le plus intriguant de ce personnage. Il a mentionné avoir peur de décevoir ses parents. Qui est quand Absolument. Même, Comment est-ce que ça va entrer en compte? J'ai très hâte de voir ça. Et mon deuxième souhait, là, je dois avouer mon parti pris. J'aimerais beaucoup que Kevin Thompson se rende en deuxième manche parce que dans les commentaires de notre dernière vidéo, il semblait avoir une rivalité qui se construisait entre Kevin et Olympus Bourque. J'aimerais qui est dans l'autre groupe. Absolument, qui est dans l'autre groupe et donc qui potentiellement ne se rencontreront jamais ou peut-être vont se rencontrer. Mais pour ma part, j'aimerais qu'ils se tapochent un peu sa gueule. Le showdown qu'on veut tous voir à la fin de la partie. Le point culminant. On poursuit avec Mia Rose Lafontaine, personnage de Justine Prévost. Oui, eh bien, moi, je reviens quand même avec... tout à l'heure, je parlais des personnages moins directs, donc qui vont avoir une influence, je pense, sur la progression du récit. Mia Rose Lafontaine, un peu comme Louise Deschaplet, est un personnage comme ça pour moi.
j'ai hâte de voir justement quelles vont être leurs interactions parce qu'on en a une qui est agoraphobe puis l'autre qui a peur de la solitude. Fait que est-ce que ça va créer des disparités dans le groupe en partant? Je sais pas. J'ai très hâte de voir comment elle va placer son anarchiste marxisme au sein d'une maison hantée également. Ben, moi aussi. Puis en fait, Mia Rose m'apparaît comme une véritable bombe à retardement dans ce contexte-ci, parce que son envolée politique lors de notre dernière diffusion, ça laisse présager une implication enflammée, digne des plus grands social justice warriors de notre monde. C'est ça, puis au sein d'un manoir plein de créatures, il n'y a pas de syndicat. Ça fait que justement, pour quelqu'un engagé comme ça peut être pertinent. Ouais. Comment est-ce que Mia Rose va s'en sortir sans syndicat? Bien hâte de voir. Mais par contre, moi, je ferai attention parce qu'avec des grands écouteurs comme ce que Mia Rose porte, s'isoler dans son monde, pas certain que ça soit une si bonne idée. Un accident, ça l'arrive très, très vite. Puis je pense que c'est pire quand on l'entend pas venir. On poursuit avec Stacy Moon. Stacy Moon, tout à fait. Donc, un personnage audacieux que Catherine nous présente pour le festival, parce qu'avec la phobie des jumpscares, le risque de ne pas pouvoir utiliser ses compétences me semble assez élevé, ce qui ne présage rien d'optimiste à mon sens. Il va falloir faire attention, mais en fait, avec ses capacités spéciales, son décès aussi pourrait très bien être simulé. Donc, à mon avis, un usage créatif des capacités du personnage, avec un peu de chance, vont être nécessaires pour que Stacy Moon puisse se rendre en finale. Et en effet, moi, Stacy Moon, en fait, je dirais qu'elle a des excellentes compétences de survie dans une maison hantée. Pourquoi? Parce qu'elle est habile pour simuler la mort, elle a une excellente ouïe, et aussi, elle a sa planche à roulettes. Une planche à roulettes, ça peut paraître anodin, mais ça permet de s'enfuir rapidement. Et donc, on simule la mort, on s'enfuit. Pour moi, c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel pour une survie de maison hantée. C'est vrai que simuler la mort sur sa planche à roulettes, c'est tout ce qu'il y a de plus crédible. Absolument. Poursuivons avec notre dernier insouciant, Marc-Olivier Saint-Paul, dit Marco Polo. Oui, ben Marco Polo, la peur de son nombre, ça vient un peu en dichotomie avec Kevin Thompson qui lui a peur du noir. Il y aura tout le temps un des deux qui va avoir peur, soit un qui a peur à cause que la lumière crée de l'ombre, ou l'autre qui a peur du noir, mais l'autre ne voit plus son ombre, donc il est correct. Un peu comme pour l'agoraphobe puis celle qui a peur de la solitude, on risque de créer des disparités dans le groupe. Lui aussi a des talents moins spécifiques, mais je tiens à souligner que c'est le seul qui a pensé à prendre un outil au lieu d'une arme ou de quelque chose là. On a vraiment un ensemble de crochetages. Puis, je pense que c'est quand même un avantage à ne pas négliger au sein de la partie. Mais absolument. Selon moi, Marco Polo va être un personnage clé là, avec son kit de crochetage. Le potentiel est vaste. Puis, à mon avis, les insouciants et insouciantes vont devoir agir en équipe pour protéger Marco Polo, qui me semble assez frêle. Mais il reste une chose de certaine, c'est que cette partie-ci, Mathieu va la finir, que ce soit en se rendant à la fin ou en se rendant à sa propre fin. Quand même. Mais bien, justement, parlant de fin, Raph, moi, je vais être maître du jeu, donc je sais à quoi ils vont se confronter, les personnages. Toi, quelles sont tes prédictions? Si tu avais à choisir 2 personnages qui vont survivre, tu mettrais ton pari sur qui? Si j'avais à en choisir 2, moi j'irais pour Kevin Thompson. Comme tu l'as mentionné, un fin guerrier comme lui, mélangé avec mon parti pris, font en sorte que j'ai l'impression que Kevin Thompson va s'en sortir. Et je crois que Louise Deschapelets également a de bonnes chances de se rendre en finale. J'ai confiance en la joueuse. Très bien. Merci beaucoup, Félix. C'est ce qui mettra fin à la section prédiction. Et merci à toi, Raphaël. Et ça y est, c'est la fin de la séance de ce soir. Encore une fois, un énorme merci à Anthony et Marie-Claude pour leur participation à la diffusion d'aujourd'hui. Merci aussi à notre maître du jeu, Félix Basque, que nous pourrons retrouver dès samedi pour la première partie de cette aventure halloweenesque. Les insouciants et insouciantes mettront enfin les pieds sur les planches vermoulues du manoir de la défunte Camilla. Et avec un peu de chance ou de malchance, on aura nos premiers morts lors de cette séance. Et si vous avez de la chance, vous vous mériterez peut-être un chandail unique à l'effigie du Festival d'épouvante credesque.
Ne manquez pas ce rendez-vous. On se retrouve ce samedi, ici même, à 17h. Ciao, bye!